Garmin Connect pour me préparer au marathon de Genève. Voilà, ça se passait bien. D'ailleurs, je le continue. Oui, tant qu'à faire, je le continue. Et, euh, et voilà. Donc, je me préparais pour Genève et pour l'Ultrax de Zermatt. Et on verra ce qui va se passer avec celui-là. Super, je te remercie. Et je vais donner la parole à Camille. Camille, tu nous entends? Je ne vois pas le vidéo, mais est-ce que tu nous entends? Vous Allô? m'entendez? Ouais, super. Alors, moi, je j'ai pas tellement de coach. Je fais l'université en sport à Fribourg Super. et puis éventuellement faire un marathon à la fin de ce confinement, mais j'en ai encore jamais fait, donc voilà. Très bien. Bah, merci. Donc, tu pourras poser les questions ensuite. Je te remercie, Camille. Je vais donner la parole à Laurent. Laurent, tu nous entends? Alors, non, on va passer la parole à Axel. Ouais, alors Bonjour. bonjour déjà. Moi, c'est un peu compliqué parce que en fait, j'ai un marathon qui est pas encore annulé, qui est le 6 juin, mais qui sera probablement annulé. Donc bon, donc je sais pas, on verra. Donc, très bien. Bah, ça fera partie des questions qu'on pourra voir. Donc, je vais les présenter après, certainement Denis. Du moins, ça va être Denis qui va parler de la partie route, comment adapter un marathon, comment continuer à s'entraîner tout en sachant qu'il y a potentiellement une annulation à venir. Je te Et remercie, puis Axel. peut-être un deuxième, ça serait en octobre sinon. Super. Très bien. Je vais donner la parole à Alain. On va faire comme ça quelques tours de table. Alain, bonjour. Même question. Tu nous entends? Alain? Alors, je vais donner la parole à Papanos. Tu nous entends? Ok. Même question. Cette fois-ci, j'ai réussi à mettre tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Super. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour déjà à tout le monde. Je m'appelle Stéphane, j'ai 46 ans, mis à la course à pied et puis à être mauvais dans un sport, autant en faire deux en plus. Donc du coup, je me suis mis au triathlon il y a 2 ans maintenant. Et puis, l'intérêt de toujours apprendre et de toujours progresser en évitant de se blesser. Donc, du coup, comme la PPG, c'est pas forcément la matière de prédilection, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable avec plein de super intervenants. Très bien. Est-ce que tu préparais une course? Alors, côté marathon, non. Cette année, c'était pratiquement complètement off. Par contre, je suis sur le Hive de Genève et je commence à m'inquiéter un petit peu. D'accord. Bon, on va voir tout ça. Je te remercie. Je vais donner ensuite, on va faire deux autres. Donc, Laetitia, s'il te plaît, bonjour. Salut. Il faut que je dise quoi? Alors, simplement, voilà, Laetitia, d'où tu viens et si tu es suivi par un coach et si tu suivais un programme pour une course en particulier. Ok. Alors, Laetitia, donc je viens de Thonon. J'ai été suivie par un coach, mais ça ne me convenait pas, donc j'ai arrêté. Je cours beaucoup toute seule, moi perso. Je visais 2 semis et qui ont été annulés par la force des choses. Donc voilà, moi je suis plus là-dessus, semis, puis après voir pour un marathon sur un 42 kg. Mais non, je ne suis pas suivie. Bon, super. Je vais donner la dernière parole à Christophe. Est-ce que tu nous entends? Christophe? Ok. Donc, bon, on n'a pas la parole de Christophe. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement présenter les différents coachs qui vont à tour de rôle se présenter et nous faire une petite introduction. L'idée de cette conférence était vraiment d'orienter les discussions autour de la suppression des différentes courses. Je prends mon cas, mais ça peut être le cas de beaucoup d'entre nous ce soir. Je préparais le semi-marathon de Genève au mois de mai. Il est annulé. J'avais pris comme course intermédiaire 10 km
des eczéma. Donc voilà, de savoir comment j'ai pu adapter. On va pas parler de mon cas précis, mais chacun pourra poser des questions à son coach, au coach qui est là, de savoir comment adapter. Est-ce qu'il vaut mieux arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut faire des courses en off? Voilà, toutes ces formes de questions qui vous intéressent. Et donc, ce soir, on aura la chance d'avoir Virgile qui va se présenter en premier, qui est coach orienté trail. Ça sera notre spécialiste PPG ce soir. Ensuite, Denis qui va se présenter, qui sera lui l'intervenant pour la course à pied route. Et enfin, Geoffroy pour la partie trail. Donc, ils vont se présenter à tour de rôle dans cet ordre-là. Puis ensuite, on aura des questions. Voilà, je donne la parole donc à Virgile maintenant. Très bien, bonjour à tous. Est-ce que je peux donner la parole à Milou qu'elle se présente un petit peu, parce que comme on est à deux sur… Oui, sur pardon. Non, c'est pas grave. Oui, donc moi, je suis la compagne de Virgile et moi, je suis plutôt sur le trail. Et effectivement, j'avais un ultra qui vient de s'annuler, qui était le 8 juin, un 75 km. J'avais des courses intermédiaires qui ont été annulées du coup. J'ai juste pu faire un 47 km fort heureusement en mars. Donc, j'étais contente. J'ai au moins pu commencer la saison sur un 50 bornes. Voilà. Et donc, eh bien, pour ma part, je continue malgré tout le renforcement et je vais axer mes prochains objectifs plutôt à partir de fin août, octobre, peut-être une Saint-Élion en décembre qui pourrait un petit peu venir compléter voilà, les ultras que j'aurais pas fait en ce début de saison. Donc voilà, c'est ça. Du coup, ce sera à réfléchir et à construire, voilà, tout simplement. Super. Très bien. Merci. Donc Virgile, on est tous les deux des trailers. Moi, je suis donc à La Roche-sur-Foron. Je suis entraîneur. J'ai été entraîneur en athlétisme pendant près de 23 ans, 24 ans en région parisienne avant d'arriver ici. Petit à petit, j'ai été je me suis un peu plus orienté sur les entraînements donc trail. Moi, je suis trailer déjà depuis au moins 8 saisons. J'ai fait des accompagnements aussi en entraînement aux arcs dans la station de ski en été pour l'accompagnement course à pied en montagne. Donc voilà, donc j'ai l'habitude aussi d'accompagner des personnes sur les stations. Donc moi, j'ai différents diplômes, aussi bien en athlétisme que en préparation en salle pour le sport pour tous. Donc moi, je suis un peu plus orienté sur la PPG en ce moment, parce que moi aussi, mes courses sont annulées. Pour le moment, j'en ai qu'une seule qui est annulée. J'ai pu faire un semi en Haute-Loire niveau trail, donc qui s'est très très bien passé, 5 minutes de battu avec une préparation quand même pas mal déjà cette année. Donc sur 2 ans, ça me fait 12 minutes de gagner à peu près sur le temps. Donc je continue ma petite préparation. Je devais faire l'UMS et l'ultra montée du Salette, c'est 6 heures de montée chronométrée, descente en télécabine. J'adore cette course parce qu'elle prépare énormément au niveau physique, au niveau des cuisses, sans les contraintes du travail excentrique ou de la casse de fibre, que si vous préférez, je déteste ce mot, mais bon, c'est la référence. Donc c'est vraiment un gros bénéfice. Donc je n'aurai pas cette course-là demain. Oui, ça aurait été demain. Donc je n'ai pas pu la faire. Donc après, moi normalement, je pars sur l'Utelac de Samoin, qui est donc une course qui se fait pour la première fois sur un 127 km très technique, qui normalement devrait me préparer pour l'île de la Réunion si je suis tiré au sort, hélas, parce que ça a été repoussé. Et entre-temps, on va partir au Taranis Argat Trail, qui est dans en Ardèche, où c'est un trail où tu payes 29 € et tu fais soit un tour, soit 10 tours, et tu peux aller de 10 km à 110 km. Donc, pour vous dire que c'est excellent, on revient toujours au même endroit, donc ça peut être adaptable après pour la suite. Préparation physique générale pour moi, ça me permet de continuer mon travail de base et de soutien. Vraiment de base, c'est la chape, c'est vraiment mon fondement de la saison et donc je le prolonge.
je le prolonge par du renforcement musculaire, par des cardio-circuit training, par du stato-dynamique. Moi, j'aime beaucoup le stato-dynamique. C'est un mélange de travail entre le gainage et après le mettre en mouvement. Et c'est aussi étroitement en relation avec le Pilates. Voilà, je suis prof de Pilates aussi. Et donc, je travaille sur les muscles profonds qui va me permettre et permettre aux autres de pratiquer du Pilates pour la course à pied ou le trail, de se renforcer de l'intérieur, d'avoir du renforcement au niveau des arcs réflexes. Ça va me permettre de donner de l'énergie au mouvement et d'être fort de l'intérieur, des muscles profonds de la statique, va me permettre aussi de repousser la fatigue musculaire un peu plus loin dans la compétition. Donc, moi, voilà, c'est mon credo en ce moment, parce que comme je fais aussi du sport santé dans des associations en France, voilà, je m'appuie beaucoup là-dessus pour le sport santé, le bien-être, et je le développe un petit peu plus pour le sport compétition et les bienfaits que ça peut procurer. Voilà. Merci Virgile. Très brièvement, avant de donner la parole à Denis, 2 exercices, s'il doit y avoir 2 exercices à faire dans la semaine pour conserver un bon maintien ou en tout cas une bonne musculature, quels seraient tes conseils? 2 exercices ou deux groupes de muscles à travailler, principalement ce que tu fais à travers tes vidéos, par exemple? Moi, après, ça serait le gainage avec les mouvements de rotation. Donc, ça associé une très bonne posture de gainage, planche, bras tendus, avec les appuis sur les doigts de pied. Et après, des mouvements de rotation. Alors, c'est quand même assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut d'abord maîtriser la position statique, puis après les rotations. Donc, il faut quand même faire ça assez attention à cette posture-là. Et sinon, ça serait tout ce qui serait aussi le statique avec des sauts. Donc, ça serait les fentes, oui, ça peut être les fentes, ça peut être aussi les squats sautés, où on va chercher toute la chaîne antérieure à la mettre en place et de côté dynamique. Voilà, ça pourrait être pas mal dans ces positions, dans ce type de travail pour avoir la chaîne postérieure, à bien la travailler pour pouvoir après courir. Merci. Mais il y a encore Pour plein toutes les d'autres choses. personnes, vous le voyez, je partage souvent sur le groupe les vidéos, super. Donc, vous pouvez suivre Talweg Endurance, mais on remettra ça sur les différentes vidéos. Je vais maintenant donner la parole à Denis qui va se présenter et qui sera notre référent course à pied. Donc, pour toutes les questions PPG, on reverra Virgile après. Denis, la parole est à toi. Hello, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle donc Denis, j'ai 39 ans. Je pense que j'ai pas autant d'expérience que Virgile, puisque moi, je suis quand même plus… c'est plus récent que je fais dans le personal training. Donc, moi, derrière moi, j'ai un passé de sportif avec plus de 20 ans de hockey sur glace. J'ai terminé dans ce sport en entraînant pendant 2-3 saisons. Et puis, en parallèle du hockey sur glace, je faisais de l'athlétisme et puis de la course à pied. Maintenant, j'ai fait un diplôme des sports universitaires lausannois en tant que personal trainer. À côté de ça, je suis moniteur jeunesse et sport en athlétisme et puis moniteur SA sport des adultes et moniteur running. Avec mon papier de moniteur jeunesse et sport, j'entraîne les jeunes du Lausanne athlétisme, les écoliers, une fois par semaine. Comme personnel. Denis. Ok. Allô? Denis? On n'entend plus. Denis, on n'entend plus la voix. Ok. Tu nous entends? Allô? On t'entend pas, nous. On va partir sur le trail et on reviendra à la course à pied, d'accord? Ouais, alors donc moi, c'est Geoffroy Bonnet. Donc j'ai 33 ans, je suis originaire de la région lyonnaise, français,
suis maintenant basé en Haute-Savoie, près à côté d'Annemasse, à Vétra. Et donc, je suis passionné de sport en général depuis tout petit. J'ai eu la chance de faire pas mal de montagnes avec ma famille, notamment. Ensuite, j'ai un diplôme, enfin des études d'ingénieur qui m'ont amené un premier emploi à Paris pendant 6 ans. Et donc, c'est un peu là où j'ai eu à nouveau l'envie et le besoin de courir pour m'aérer, m'oxygéner, repartir un peu dans un nouveau challenge. Au début dans des parcs, ensuite dans des forêts proches. Et puis avec l'essor du trail, je me suis mis un peu à fond dans cette discipline que je pratique maintenant depuis 5 bonnes saisons. Donc j'évolue maintenant, on va dire, à un bon niveau régional sur certains formats, même si en trail c'est un peu difficile de catégoriser. Et donc je suis arrivé dans la région suite à une mutation professionnelle il y a 4 ans sur Genève. Donc ça c'était top. Et plus récemment j'ai eu envie d'essayer de vivre de ma passion, donc en continuant à beaucoup m'auto-former, puis en suivant aussi des formations spécifiques, comme par exemple l'école de trail, qui est enseignée par 2 des meilleurs entraîneurs français, que sont Pascal Balducci et Sébastien Cornette. Et donc maintenant, voilà, je coach moi-même quelques athlètes sur Genève, de manière vraiment très individualisée. Et puis pour compléter, voilà, depuis quelques mois, je travaille aussi partiellement chez Running Planet Genève, que certains d'entre vous doivent connaître. Voilà. Très bien, Geoffroy. Donc, ce qu'on va faire, en attendant que Denis puisse revenir, on va commencer sur toi. Je sais que tu es aussi un athlète. Les courses, on l'a dit, sont annulées. Les trails sont annulés. J'ai envie de poser la question au coach. Quelles sont tes recommandations pour une personne qui a une course? On va prendre le cas d'une course qui était un trail maintenant et qui est redécalée à septembre, octobre. Qu'est-ce que tu conseillerais? Après, on va passer… Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. Alors, c'est vrai que là, on est un peu dans l'inconnu. On pense que ça va se décanter d'ici quelques petites semaines, mais là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc, pour moi, il y a plusieurs approches qui peuvent être possibles. La première, j'en ai assez peu entendu parler, c'est tout simplement si vous en ressentez le besoin, en profiter pour faire un peu une coupure, on va dire la coupure annuelle qui, on sait, est plutôt bénéfique pour durer à long terme, à très long terme. Donc voilà, si vous avez un peu une perte de motivation, vous avez bien chargé en début de saison en vue d'un objectif qui devait tomber à ce moment-là, et voilà que là, avec la situation actuelle, on ne peut pas trop aller en montagne, ou on est un peu bloqué chez soi. Je pense qu'il y en a aussi qui ont des enfants à gérer. On peut ne pas avoir forcément la tête à la compétition, à la course à pied, à l'entraînement. Donc pour moi, voilà, c'est pas un souci. Ça peut être, il faut en profiter même pour faire une petite coupure complète de quelques jours. Après, je pense qu'il est quand même important de rester mobilisé. Ça peut être par des courtes marches autour de chez soi. Et puis petit à petit, reprendre des exercices de gainage, de renforcement. Donc là, Virgile pourra nous en dire plus là-dessus. Et puis de l'entraînement plus spécifique petit à petit. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ceux qui préparent, on va dire, des objectifs trail, on va dire en août, on peut raisonnablement penser que certaines courses, type Sierre-Zinal, voire même UTMB, peuvent avoir lieu. Bon, on ne sait pas trop encore, mais voilà, si vous avez ces objectifs-là en tête, là, l'important, ça va être vraiment d'essayer de maintenir des qualités musculaires
des qualités éventuellement de vitesse. Donc là, je pense que Denis pourra faire un petit point là-dessus. Voilà, en France, on a 1 heure par jour dehors. En 1 heure, voilà, je pense que tout le monde a une ligne droite en bas de chez soi. Ça peut être l'occasion de faire 1 ou 2 fois par semaine des séances d'intervalle pour maintenir des qualités de vitesse, voire un peu les développer. Donc voilà, je peux rentrer, enfin je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Il y a plein de possibilités pour ceux qui ont un entraîneur, ceux qui ont une coach, ceux qui ont du matériel de fitness chez eux. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, je vais peut-être pas m'étaler tout de suite et voir un peu au fil des questions et laisser les autres. Alors, ce qu'on va faire, je te remercie Geoffroy. Je vais redonner la parole à Denis. Et ensuite, on commencera les questions. Donc, je donne la parole à Denis. Tu nous entends? Ouais, c'est bon. Désolé, hein, je vous ai perdu un moment, donc je n'ai pas tout entendu. Ce que je t'invite à faire, voilà, c'est à te présenter et nous parler un petit peu l'adaptation d'un programme d'entraînement pour un marathon de printemps versus un marathon d'automne. Donc, comment prolonger, adapter son marathon. Et ensuite, on passera aux questions. Ok. Alors, je terminais juste en disant que comme personnel trainer, je me positionne comme un coach santé. Donc, j'aide mes clients à se renforcer physiquement pour leur forme, être bien dans leur corps. Et puis, je suis évidemment actif dans la course à pied avec des programmes, de la mise en place de la planification de programmes d'entraînement, renforcement, etc. Et puis, petit aparté avec Motive Yourself. Donc, c'est un projet qui continue de se construire, un studio de coaching forme et santé, spécialiste du sport santé et puis de la métamorphose physique, avec des suivis personnalisés en one-to-one et puis du coaching en small group, avec effectivement également des entraînements pour les jeunes, comme vous avez peut-être pu voir quelques vidéos dernièrement sur Lemon Running. Maintenant, pour en venir au sujet qui nous intéresse, donc évidemment, je me suis plusieurs fois posé la question, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi un peu des remarques sur les réseaux sociaux, enfin, c'est assez compliqué. Là, je parle un peu pour la Suisse. Donc, en Suisse, le mot d'ordre, c'est ne sortez pas. Par contre, on n'est pas complètement confiné, ça veut dire on ne doit pas sortir, mais on peut sortir malgré tout quand même, s'aérer un peu, prendre l'air 30 minutes, 1 heure, 1 fois par jour. Voilà, on n'est pas obligé de rester en permanence dans notre maison. En ce qui concerne la course à pied, Swiss Running, de son côté, a émis l'info suivante. Les clubs de course doivent évidemment fermer, cesser leur activité. Et puis, les coureurs, ils peuvent pratiquer leur sport tout seuls et puis dans la nature, loin du monde. Donc, il s'agit de faire des sorties qui ont du sens. Pour moi, et puis ça n'engage que moi, les entraînements peuvent se faire, mais en privilégiant les heures de faible affluence, il n'y a pas trop de gens qui sont dehors, dans des endroits calmes, loin du monde. Et puis, évidemment, en respectant les personnes que l'on croise, en gardant la distance de sécurité de 2 mètres. C'est pas non plus le moment, à mon avis, de sortir, faire un trail de 5 heures à la montagne, etc. Parce que là, on n'est plus dans le rester chez vous. Et puis, en plus, on risque l'accident et qui surchargerait les hôpitaux, etc. Donc, c'est pas le but non plus. Et puis, je finirai en rajoutant que pour moi aussi, si on veut respecter quand même un peu le règlement de la Confédération, le jour où on sort faire son entraînement, eh ben, c'est peut-être pas le jour où on va encore sortir 1 heure se balader dehors. Donc ça, c'était la petite aparté quand même par rapport à cette situation spéciale qui nous permet en Suisse, malgré tout, de continuer à faire nos sorties, nos séances, nos entraînements, mais quand même dans un respect des règles qu'on est censé suivre. Pour répondre plus spécifiquement au sujet,
On parle là de marathon d'octobre, enfin d'été et puis d'octobre. Donc pour moi, si on typiquement pour le marathon de Lausanne qui se déroule normalement au mois d'octobre, si on part du principe qu'à ce moment-là, ça devrait, j'espère, être bon. Là, on a encore vraiment du temps pour une préparation tout à fait normale, puisque on peut se dire qu'une planification pour un semi, pour un marathon, on part sur 3 mois. Donc là, on est encore largement bon. Si on part sur des compétitions qui sont peut-être un peu plus proches, pour moi, il y a 3 possibilités en fait. Soit on se stoppe. Il me semble que c'est ce que j'ai entendu sur la fin là, quand je suis revenu de Geoffrey, c'est qu'on se stoppe et puis on peut profiter de cette période pour peut-être faire une pause de 2 à 3 semaines régénératrice pour le corps, qui permettra de se reposer, de repartir après vraiment avec un corps en forme, qui aura aussi, puisque le repos c'est de l'entraînement, qui aura profité des entraînements qu'on a fait en amont, et puis on repartira d'autant en meilleure forme. Donc stopper, faire du développement foncier. En fait, au lieu de continuer dans sa préparation, on peut rester plutôt sur le bloc de développement. Donc, on fait la base avec des kilomètres, du cardio et puis effectivement du renforcement général. Ou bien la troisième possibilité, si nos objectifs sont un peu plus proches, si on pense que ça va se dérouler comme prévu, eh bien on continue notre préparation selon le plan qu'on a établi. Donc voilà, pour moi, il y a ces trois possibilités. Pour aujourd'hui, on va partir du principe que la course elle est un poil plus tôt, puis qu'elle est en octobre, et puis qu'elle va se dérouler, mais qu'on ne veut pas griller notre pic de forme pour cette course. Donc, on va ralentir la préparation, on va rester sur le bloc de développement foncier, et puis on va continuer à faire du cardio, du renforcement général. Et puis, c'est là que justement, pour les coureurs amateurs, on a toujours un peu de la peine à travailler notre renforcement. C'est là qu'il faut en profiter pour vraiment faire ça. Ça sera que positif pour la deuxième partie de la saison, deuxième partie de saison solide, et puis certainement les blessures seront évitées aussi en travaillant comme ça. Super, je te remercie Denis. Donc on va commencer les questions. Je vais en commencer une. Je vais l'adresser, je peux l'adresser que ce soit de façon générale au coach. Les programmes d'entraînement aujourd'hui pour les coureurs amateurs sont souvent liés à une échéance. Est-ce que vous recommandez de suivre quand même un programme d'entraînement sans échéance? J'entends par là, est-ce que ça vaut la peine de se préparer comme si on préparait pour une course sans en faire? J'entends par là, on oublie toutes les courses, elles sont annulées jusqu'en 2020. Est-ce qu'on se prépare de la même manière sans échéance qu'avec échéance? Je pense que celui qui veut prendre la parole peut prendre la parole, que ce soit Denis, Virgile. Virgile, on va te donner la parole. Très bien. On t'écoute. Ouais, merci. Oui, bien évidemment, le manque d'objectifs peut être un manque de motivation. Mais moi, ce que je préconise avec les séances que je propose, c'est justement dans cette période un petit peu off, de prolonger un petit peu le travail des points faibles d'un coureur, donc qui est parfois pour les trailers donc le manque de vitesse, c'est de faire des exercices donc de renfort pour pallier à la fatigue plus tard de la vitesse et de retravailler un petit peu la vitesse. Donc moi, dans mon domaine, c'est tout ce qui est dynamique. Voilà. Donc faire des exercices de renfort avec du dynamisme à l'intérieur. On parlait qu'on a une petite heure à l'extérieur, on peut trouver 2-3 petites côtes aussi pour travailler un petit peu son point faible
qui est donc la vitesse et le côté dynamique. Donc ça, c'est vraiment pour les trailers ou les marathoniens. Après, on n'a pas d'objectif, certes, à court terme, mais l'objectif pour moi, il est à long terme et il n'est pas que sur un an. Pour moi, c'est souvent sur 3 ou 4 ans qu'on table une programmation. C'est comme ça que moi, je le vois. Moi, quand j'ai des personnes en coaching, je regarde à plus long terme. Même si je les garde qu'un an, pour moi, je vois à 3, 4, 5, 10 ans plus tard, je regarde les points faibles, j'essaye de les remettre en place. S'il y a de l'éducatif à faire, je mets les éducatifs en place. Et petit à petit, on construit comme ça sa maison. Donc, je mets la chape et après, on fait le reste. Petit à petit, ça se construit brique par brique. Donc pour moi, vraiment, cette période-là, elle est certes avec peut-être des temps de pause à prendre en compte. Si on a déjà eu un gros travail en amont, si on est un petit peu comme moi où l'objectif est plutôt au mois d'octobre, déjà brut, parce que moi j'ai la diagonale des fous, hein, mais même aussi pour Émilie, pour moi, c'est qu'elle soit en forme en fin de saison, c'est qu'elle doit être aussi forte au début qu'à la fin. Donc comment emmener la performance de la personne. Donc, on peut le voir vraiment à long terme. Donc là, moi, c'est sûr que je fais un petit pas en arrière. Donc, je remets la base et je redéveloppe ça. Maintenant, on ne sait pas quand on va revenir, comme a dit Geoffroy, quand tout va revenir, dans combien de temps. Et je vais prolonger ce temps-là et petit à petit, je vais l'adapter pour être de plus en plus vers du dynamique. Voilà. Donc moi, c'est vraiment garder en tête, travailler mes points faibles pour pouvoir après, une fois qu'on sera déconfiné, de pouvoir retravailler ces qualités fortes pour arriver vers son objectif final un peu plus tard. Super, je te remercie Virgile. On va commencer les premières questions. Vous pouvez soit lever la main si vous avez votre vidéo, soit m'écrire dans la conversation. Donc, qui a une question? Vous m'écrivez. Il y a une question. Camille a levé la main. Ok, super. Camille, je t'écoute. Alors, moi, j'aurais une petite question au niveau de l'entraînement polarisé, donc l'entraînement par intervalle. Je me demandais au niveau de la récupération, est-ce que c'était plus important de faire de la récupération plutôt active ou plutôt passive? Donc, plutôt un petit footing, léger footing ou bien marcher? Je me posais un peu la question de savoir ce que vous pensiez. Alors, je pense que les trois peuvent répondre. On va faire dans l'ordre. Je vais donner la parole à Geoffroy. Pour moi, ça dépend un peu de quel est l'objectif de la séance. Si c'est vraiment une séance, on va dire, typée où tu veux développer ta VMA, c'est-à-dire augmenter ta cylindrée, tu vas courir vraiment, tu vas favoriser en fait l'intensité pendant les temps d'effort. Donc là, tu vas être plutôt sur des efforts vraiment maximaux et donc derrière une récup qui peut être une récup vraiment plutôt passive, enfin qui peut être en marchant ou en trottinant vraiment doucement pour te permettre de tenir tous tes intervalles à la vitesse de développement de VMA, donc 110, 115%, ça dépend un peu de l'objectif de la séance. Donc voilà, en fait, adapter les temps de récupération un peu aux objectifs que tu t'es fixés pour les temps d'effort de la séance. Donc bon, c'est un peu la réponse, ça dépend de ce que tu veux faire. Après, c'est bien de varier. Mais il faut savoir que si tu prends des récup, on va dire ce qu'on appelle des récup pincées, donc soit un peu plus courtes que ce qui est préconisé actuellement, que ce qui est préconisé généralement, ou alors à des vitesses un peu élevées, un peu plus élevées que sur une récup classique. Là, tu vas être plutôt sur du maintien, tu vas être un peu entre seuil et VMA. Donc, ça va être aussi un travail intéressant. Et je dirais plus à faire dans un second temps. Après, voilà, tout dépend de ton objectif, des formats que tu prépares, etc. Donc, de maintenir une course assez intense serait plutôt dans la période de l'affûtage alors?
Non, 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 ce sera avant, ce sera plutôt, moi je dirais en général, plutôt commencer par aller du plus qualitatif au moins qualitatif, on va dire. Donc, au début, plutôt développement de VMA, ensuite passer plus sur du seuil. Encore une fois, ça dépend un peu de quel est l'objectif. Et non, par contre, la période d'affûtage, c'est vraiment voilà, les 10, 15 derniers jours avant l'objectif, où là, le but, c'est de réduire le volume de plus ou moins 50%, et par contre, conserver l'intensité. Donc là, tu vas conserver quand même une intensité presque maximale, mais tu vas faire nombre de répétitions ou durée d'effort divisé par 2. Enfin, ça dépend un peu là aussi. Donc, mais tu seras quand même sur des intensités assez hautes, donc des récupérations assez conséquentes, hein, qui te permettront en tout cas de tenir les intensités que tu t'es fixées. Ok, merci. Ça a répondu à ta question amplement? Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut profiter de ce moment de questions? Alors, ok. Je vous écoute. Je ne vois pas de main. Est-ce qu'il y a des questions en même temps dans le Zoom? Alors, Ama, je vais te laisser la parole. Ça va être plus simple. Comme ça, je n'ai pas à la lire. Ama, je te donne la parole. Tu peux poser ta question. Alors, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ma première question. Je voudrais savoir, échauffement et étirement, faut-il systématiquement le faire ou quand on fait une séance lourde? On va donner donc à Denis dans l'ordre. On va faire comme ça. Denis, la parole est à toi. Alors, il y a deux questions en une, si on veut bien. L'échauffement, oui, de toute façon. Je préconise évidemment de toujours s'échauffer avant de partir faire une séance, d'ailleurs pour tout type de sport. Après, si tu pars vraiment faire un jogging très, très, très léger, tu peux te dire que bon, bah, tu peux partir vraiment très, très tranquillement. Et puis, les tout premiers kilomètres font partie un peu de ton échauffement. Mais je pense que c'est quand même bien avant de chauffer quand même la machine en faisant quelques mouvements. Et puis, la deuxième partie de la question, le stretching. Alors ça, c'est toujours… la question est très… voilà, ça a été très remis en question maintenant. Il y a quelques années, c'était oui, il faut absolument faire du stretching après chaque entraînement, etc. C'est primordial. Et puis maintenant, c'est vraiment remis en question. Certains disent qu'il faut continuer et certains vont dire que non, le stretching n'est pas nécessaire. Alors moi, pour moi, je suis de l'école de dire que faire du stretching, c'est quand même bon, ça fait du bien, ça relaxe, ça étire les muscles, etc. Par contre, non, c'est pas à faire à la fin de sa séance. Ce n'est pas à faire sur des muscles qui viennent de travailler. Ton stretching, tu le fais comme une séance en soi, un autre moment. Tu vas même te chauffer un peu, t'échauffer avant de faire une séance de stretching de 10, 15, 20 minutes. Mais pas après ta séance. Voilà. Deuxième question. Alors, ma deuxième question, c'est, étant donné que je suis en France et qu'on est limité à 1 heure, comment faire pour travailler ma VMA? Et quel genre de séance, par exemple? Parce que tu peux répondre à la question, Denis. C'est quoi le problème c'est-à-dire tu peux pas faire ça bien? Non, c'est simplement comment j'augmente ma VMA. Étant donné qu'on est limité à 1 heure de course à pied, comment progresser par là? Moi, je vais donner mon exemple. Quand j'ai fait mon test VMA, j'étais à 15,1. Bon, ok. Et moi, j'aimerais bien augmenter un peu. Étant donné que nous, on a 1 heure par jour, j'aimerais bien travailler ma VMA, mais ça serait
quel genre de séance en fait Écoute, avec 1 heure, tu as quand même amplement le temps de faire une séance intéressante pour ta VMA, avec un échauffement d'une quinzaine de minutes. Après, tu as encore, si tu te dis qu'à la fin, tu te laisses aussi un retour au calme de 10-15 minutes. Donc, on a une demi-heure, un tout petit peu moins peut-être. Tu as encore 30 minutes pour travailler ta VMA. Si tu te fais des séances courtes et intenses, 1 heure de temps te sera amplement suffisant. Je pense pour vous, du coup, en France, le 1 heure de confinement va être beaucoup plus compliqué. Enfin, le 1 heure de droit de sortie va être beaucoup plus compliqué pour faire du volume. Ce qui est du travail VMA, tu vas pouvoir le faire sans souci. Sinon, ça va. J'aurai une dernière et après, je laisse à tout le monde poser la question. Moi, j'habite à Bonneville et j'ai pas mal de côtes. Par moment, j'ai envoyé des photos. Au lieu de travailler ça, peut-être qu'à la limite, ça serait bien de remplacer, enfin, effectivement, comme tu dis, 15 minutes par exemple, et faire du travail de côte. Je pense que pour ma part, ça serait plus utile et mieux, étant donné que j'ai pas mal de côtes et que je sais que je peux faire 1 kilomètre en côte, par exemple. Ben, j'exagère, hein, mais je sais, et ça, c'est à voir. Je sais pas. Alors, si tu veux travailler ta VMA sur 1 kilomètre en côte, ça va être violent. Non, en fait, j'extrapole en fait. Le fait d'avoir de la côte, c'est vraiment top. Tu peux vraiment travailler en intensité et puis ta VMA sur du travail en côte, c'est même très efficace et puis ça te permet aussi d'un peu changer tes entraînements. Mais là, je pense que nos amis trailers sauront encore mieux t'indiquer quel type d'entraînement tu peux faire pour de la côte. Ouais, ça marche. Merci Denis. Je pense que le sens de la question, c'était plutôt celui-là. Est-ce que ça peut remplacer un travail de VMA en côte? Je pense complètement. C'est même très intéressant parce que à l'aide de la côte, tu vas être plus facilement quand même haut dans tes fréquences. Donc, ça sera d'autant plus facile quelque part pour ça. Super, merci. Des autres questions? Est-ce que vous avez… Alors, est-ce qu'il y a des questions à l'écrit? Qui est-ce qui écrit? Non, vous êtes tous en train de boire, je vois. Ok, j'ai donné la parole à Virgile. Virgile, je t'écoute. Oui, donc pour répondre aussi à ces questions, pour l'échauffement, évidemment, très important pour mettre la machine en route avant de commencer tout entraînement, au niveau articulaire et au niveau aussi tout ce qui est cardiovasculaire. Voilà, faut pas encrasser la machine, donc ça va permettre de bien la mettre en route. Les étirements, en effet, il y a eu des contradictions petit à petit avec des courants. Qui est important dans les étirements à faire un petit peu plus tard, après la séance ou éventuellement le lendemain, c'est aussi d'avoir une amplitude articulaire qui peut être intéressante. Parce qu'on court, on est quand même assez tendu, même si la course peut aussi nous rendre un petit peu plus souple, ça crée aussi parfois des petites tensions. Et de pouvoir gagner des amplitudes articulaires peuvent être très intéressants pour l'amplitude de la foulée. Donc, une articulation qui n'est pas coincée, donc qui a une bonne amplitude, un muscle qui est quand même assez bien assoupli et que tu arrives à l'étirer par exemple à 120% et que tu arrives à mettre une contraction dessus, tu as un rendement qui est très efficace. Donc, il ne faut pas trop le négliger non plus. Après, pour la VMA, évidemment, moi je suis à La Roche sur Foron. J'ai vu là sur tes côtes, juste en face de la maison quand je regarde à gauche. Évidemment, tu peux faire des séances en côte et en même temps, le cardio va s'élever. Tu vas peut-être travailler moins vite, mais tu vas être aussi sur du renforcement musculaire au niveau de ta foulée parce que l'appui va être un petit peu plus long, la contraction sera un petit peu plus longue. Donc, c'est vrai que moi, dans ma partie PPG, c'est hyper intéressant parce que tu as le renfort, tu as ta posture qui est légèrement différente en montée, tu as aussi le renforcement musculaire à adopter et en plus de la coordination à avoir parce que si tu tires bien sur les bras, ils vont devenir moteurs et plus équilibrateurs. Donc, ça peut être très intéressant de le travailler dessus.
Après, tu reprends les principes de travail de VMA, VMA courte, VMA moyenne, VMA longue. Et puis, comme on a dit, après, tu peux adapter ta fréquence cardiaque pour le repos. Tu peux jouer dessus ou sinon sur la vitesse VMA ou des descentes tranquillement. Tu peux même aussi travailler en survitesse. C'est que tu vas trouver une côte à 2-3% vers l'école d'hôtellerie. Les descentes sont pas trop pentues. Donc ça, tu peux faire de la survitesse, par exemple. Voilà, ça peut être pas mal. Très bien, je vais donner la parole d'abord à Geoffroy et ensuite à Denis, dans l'ordre. Pour compléter, bah ouais, moi je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Juste pour rajouter, donc pour revenir sur les étirements, moi les seuls, on va dire, je tolère proche de la séance et même pendant la séance, ce seraient les étirements balistiques que j'aime bien faire en fin d'échauffement avant une séance d'intensité, à condition que j'ai pas de tension ou de courbature d'une séance précédente, mais ça normalement ça ne devrait pas être le cas. Donc c'est, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les étirements balistiques ou dynamiques. Et généralement, enfin le classique, c'est on fait le balancier avec la jambe sans forcer. C'est comme m'expliquait Virgile pour augmenter, pour avoir une meilleure amplitude. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça me réussit bien. Par contre, tout ce qui est étirement passif, plus de relaxation, etc., en effet, pas avant parce qu'on va perdre en efficacité musculaire, pas après parce qu'on a, on a des petites lésions qui ont été produites par l'entraînement. Donc voilà, un peu plus tard à froid ou une séance à part le lendemain, etc., comme ce qui a été dit. Et pour la partie côte, donc je pense que la PMA est très intéressante si vous avez même une côte très courte près de chez vous, ce qui est quand même assez souvent le cas, en tout cas dans notre région. Même si vous avez une côte de 50 mètres, ce que vous pouvez faire, qui est, je trouve intéressant, notamment pour les trailers, mais aussi pour les coureurs sur route, c'est de mixer ça avec du renfort en pré-fatigue, qui va un peu simuler la fatigue que vous retrouvez au bout de quelques temps de course. Donc, par exemple, tout simplement, vous pouvez commencer par, vous mettez en bas de la côte, vous faites 20 squats, et puis vous partez en accélération progressive dans la montée. Sur 50 mètres, vous verrez que ça pique déjà pas mal. Et puis, vous faites la récup en redescendant vraiment tranquillement en marchant. Et puis voilà, c'est des séances qui peuvent être, que vous pouvez faire évoluer petit à petit, toujours progressivement. Donc, vous pouvez faire ajouter de la difficulté avec, par exemple, du travail statodynamique, comme l'expliquait Virgile. Donc, par exemple, vous pouvez faire 30 secondes de chaise, puis enchaîner avec 30 secondes de squat, et ensuite partir dans la côte. Ensuite, vous pouvez intégrer de la pliométrie, qui est un petit peu plus sollicitante, mais très intéressante pour le coureur, et notamment le trailer. Donc là, ça va plus être des squats sautés, fentes ciseaux, enfin tout ce qui est un peu avec des bonds, avec du rebond, de l'élasticité. Et donc, en effet, ça peut être pas mal aussi de faire de temps en temps du travail excentrique, comme l'expliquait Virgile, voilà, avec de la survitesse en descente, où là aussi, vous pouvez mettre du renfort, par exemple, cette fois en haut de la côte, par exemple des mountain climbers qui vont activer les chaînes musculaires et ensuite partir en descente en survitesse. Et puis la récup se fera en remontant, donc très tranquillement, donc généralement en marchant ou vraiment en trottinant tranquillement. Après, ça, il faut savoir que c'est des séances quand même assez sollicitantes musculairement, donc je dirais adapter à votre niveau, mais pas répéter plus d'une fois tous les 10-15 jours. Mais ça peut être assez intéressant, notamment en vue du déconfinement, où le gros souci pour les trailers va être, comme souvent d'ailleurs, enfin, comme toujours, le dénivelé négatif, où là, il faudra vraiment être assez précautionneux au début, voilà, pas s'envoyer des grandes descentes parce que on aura perdu un peu cette capacité à encaisser. Mais des séances comme celle-ci, comme celle que expliquait Virgile, peuvent aider à se préparer là-dessus. Voilà.
Très bien, je te remercie Geoffroy. J'ai une question écrite et je vais la poser à Denis. C'est concernant le meilleur moment. Y a-t-il des moments dédiés sur les moments idéaux pour une journée pour organiser un travail d'intensité ou de volume? Donc, le moment idéal, Denis, je te cherche et je te donne la parole. Hop. Ok. Est-ce que tu as entendu la question? Le volume et l'intensité. Oui, est-ce qu'il y a un moment idéal dans la journée? Alors, pour ce qui est Quels sont les moments de… conseillés pour faire du travail de volume et d'intensité? Alors, pour ce qui est de l'intensité, je déconseillerais de faire le matin. C'est peut-être plus intéressant, en tout cas dans la première partie de la matinée. Pour ce qui est de l'intensité, c'est peut-être plus intéressant peut-être plus facile de faire ça plutôt dans l'après-midi. Et puis par contre, pour ce qui est du volume, vous pouvez partir le matin, il n'y a pas de souci. Si vous êtes habitué à faire du sport le matin, il n'y a aucun problème. Par contre, l'intensité, c'est peut-être un peu hard pour le corps de faire ça le matin au saut du nid. Super. Bah, merci pour cette réponse. Si c'est suffisant, la réponse, autrement, ouais. Et alors, je vais avoir une question de Dilcia pour Geoffroy qui disait… Alors, vas-y, je te laisse poser la question. Merci. Merci. Salut à tous. Coucou. Écoute, la question, c'est la suivante. Tu sais, cette année, je me suis donné comme objectif de préparer un trail, celui-là qui va se faire à la Vallée de Joux. Et puis, j'ai des difficultés avec les descentes. Je peux y avoir une vitesse de 12 km, mais quand j'affronte une descente, j'ai trop peur, en fait, de me blesser. J'ai l'impression que mes mollets ne sont pas assez musclés, mais même en les travaillant, je n'arrive pas à trouver une bonne structure. J'affronte les descentes et parfois, je les prends avec la pointe du pied. Mais même comme ça, j'ai l'impression que je vais y avoir un moment de détresse. Tu sais, en descente, je n'arrive pas vraiment à maîtriser cette partie. Là, j'ai changé mon terrain d'attaque. Moi, je ne suis plus en route. Je prends le petit chemin des campagnes. Il y a beaucoup de montées dans la zone où j'habite. Et moi, pour les montées, ça va, il n'y a pas de problème. Mais pour les descentes, c'est mortel. Est-ce que tu pourrais me donner une idée? Ouais, ben, c'est vrai que les descentes, comme je disais, c'est souvent un point un peu bloquant pour le trailer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément les côtes. Donc là, ouais, il y a un aspect physiologique, c'est sûr, mais aussi psychologique. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'y aller progressivement, faire des séances un peu de ce que j'appelle de déblocage. Donc ça rejoint un peu ce que disait Virgile, c'est commencer par des côtes vraiment à faible pente, 2-3% jusqu'à 5%, sur des terrains au début peu techniques, ça peut être même au début de la route, et puis essayer vraiment de se lâcher sur des durées assez courtes, faire des intervalles, vraiment se lâcher, se laisser partir un peu en avant. Comme faut imaginer en fait qu'il y a une sorte de fil tendu qui vous tire le bassin vers l'avant, bon, tout en restant droit, faut pas être courbé en deux, mais essayer de se pencher un peu vers l'avant, se détendre et vraiment se laisser aller dans la pente. Et en fait, naturellement, généralement, on va être un peu plus sur l'avant du pied, donc on va bénéficier de toutes les capacités d'amorti dont notre pied et toute notre chaîne musculaire, chaîne postérieure notamment, est dotée. Et donc voilà, ça va permettre petit à petit de travailler ces capacités-là. Et donc après, petit à petit, voilà, aller sur des pentes un petit peu plus raides, des terrains un peu plus techniques. C'est vrai que le problème, comme je disais, c'est que c'est des séances assez sollicitantes, donc on ne peut pas répéter très souvent. Voilà, pas plus d'une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est un apprentissage qui est assez long. Mais voilà, il faut y aller progressivement comme toujours et prendre le temps, voilà, de progresser là-dessus. Je laisse la parole à Virgile là, qui va compléter. Oui, donc moi après, je vais bientôt partir parce que j'ai ma séance en live que j'ai repoussée d'une demi-heure.
Pour la descente, oui, le côté psychologique est très, très important. Le lâcher prise. Si tu as un lâcher prise, tu auras une manière de l'aborder de manière détendue et non crispée. Donc évidemment, comme le dit Geoffroy, de faire des petites descentes peu pentues vers du très pentu, mais tu peux aussi mettre donc en intermédiaire de la technique. Voilà, donc peu pentu, un peu plus technique, revenir à du très pentu sans technique et puis remettre un petit peu plus de technique. Moi, je mets le point sur la lecture du terrain. C'est hyper important. Et il y a aussi le fait de courir au-dessus du danger. Il y a deux pierres, tu vas aller dans le goulot et c'est là où tu vas te faire mal, tu vas te râper et autres. Et je ne sais pas si les gens connaissent Orjobet au Salève. Au début, je le savais hein, qu'il fallait être au-dessus, mais tant que j'ai pas eu ce déblocage, j'avais un chemin. Le jour où j'ai débloqué ça, j'ai redécouvert la descente. Et le meilleur exemple que j'ai eu, c'est pourtant j'étais hyper détendu, c'est qu'à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un, il m'a dit « Mais il y a une compétition là ?» Non, je suis juste en train de faire ma descente. Et en fait, d'aborder tranquillement les choses, de lâcher prise, de prendre petit à petit l'habitude de descendre un petit peu plus vite, d'être au-dessus du danger, tu vas voir que ça va être hyper fluide. Lecture de terrain et se focaliser sur le chemin que tu dois prendre, pas sur le danger. Si tu es focalisé sur le danger, tu vas dans le danger. Si tu te focalises sur la bonne trajectoire à adopter, tu vas y aller forcément. Voilà. Donc, ne pas se freiner, les postures qu'a dit Geoffroy. Et il y avait un petit truc que je voulais dire aussi, mais que j'ai oublié. C'est pas grave. Et ça rejoint ce que tu dis, essayer de porter le regard assez loin. Alors au début, c'est un peu compliqué, on est un peu sur nos pieds, mais essayer voilà, de balayer du regard, essayer d'avoir le regard un peu loin. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on regarde à 5 mètres environ, le cerveau enregistre. Il enregistre un peu toutes les… Bon, c'est quelque chose qui se travaille hein, au fur et à mesure, mais il enregistre là où sont les obstacles et le corps derrière suit. Donc, c'est bien d'avoir toujours un petit peu d'avance au niveau du regard, donc porté à 3-5 mètres. Après, quand c'est vraiment très, très technique, là, voilà, on est obligé un petit peu de balayer, de regarder nos pieds. Mais avec l'entraînement, on s'aperçoit que voilà, des gens comme Kilian Jornet ou autres regardent jamais leurs pieds, quoi. Ils regardent le plus loin possible pour pouvoir anticiper derrière. Donc là aussi, il y a des techniques hein, qui peuvent être, bon, c'est peut-être un peu fastidieux à mettre en place tout seul, mais mettre par exemple des petits, enfin ça c'est plus pour l'entraînement de nuit, mais des petits points réfléchissants sur des arbres. Et en fait, naturellement, ça va nous faire lever les yeux et nous apprendre un peu à gérer ça. Mais bon, ça je dirais, c'est un peu à faire plus tard. Et il y a la vitesse gestuelle qu'il faut avoir en descente. C'est que plus tu arrives à accélérer ta vitesse gestuelle de ton pas, de ta course, de ta foulée, plus tu vas être apte à régler la problématique de la technicité du terrain, de savoir où poser les pieds en avance. Donc là aussi, un travail de talons-fesses, montée de genoux, pas chassé, des petits montées de genoux très rapides peuvent être très intéressants. Et moi, je préconise aux gens de se forcer à faire des petits pas quoi qu'il arrive en descente. Voilà, à un moment donné, tu peux faire un travail et des petits pas, même sur un bitume très fort, en pourcentage, des petits pas. Comme ça, tu essayes vraiment d'avoir une vitesse gestuelle qui commence à se développer. Et après, il faut aussi éviter de se freiner. Hein, vraiment, c'est d'avoir le pied dès qu'il touche le sol. Il faut que le corps parte en avant pour essayer de garder une certaine vitesse. Après, pas aller trop vite non plus, trouver le juste milieu. Voilà, par rapport à ça. Donc, les petits pas peuvent être un très, très bon point, et surtout quand c'est technique. Et moi, je vais hélas vous dire au revoir. En tout cas, merci Alessandro, merci à mes collègues pour l'ensemble. Donc, je vous dis à bientôt et s'il y a des questions éventuellement, Alessandro, tu me feras passer. Ouais, puis, avec grand plaisir. Il y a des choses à faire, voilà. Allez, en période hivernale, PPG, renfort. Allez,
Ciao. Salut, Merci. bonne fin de journée. Au revoir. Ciao, Dino. Ciao. Alors j'ai une question, j'ai une question écrite, mais je vais d'abord poser moi une question à Denis concernant, on l'a vu beaucoup en ce moment, vu que les salles de sport sont fermées, les piscines et autres, beaucoup de personnes se remettent à la course à pied ou commencent la course à pied parce que ça semble le seul sport un peu autorisé, le plus simple. Donc c'est super pour notre sport. Voilà. Alors, peut-être pas les personnes qui nous suivent là en direct, mais d'autres personnes sur la page peuvent être intéressées, on va dire, à trois conseils de base pour commencer la course à pied pour des personnes qui pratiquent un autre sport de façon régulière. C'est-à-dire, ils font du vélo de temps en temps, ils font de la piscine. Mais quels seraient tes conseils pour commencer la course à pied en bas de chez soi, 3 fois 1 heure par semaine, 3 fois 30 minutes? Quels seraient tes conseils de base? Donc, Denis, donc on va parler de course à pied simple et après j'ai une question pour Geoffroy. Alors je t'écoute. Alors, déjà, pour commencer la course à pied, bon, ça dépend quand même un peu du niveau physique de la personne, si c'est plutôt quand même déjà un peu un sportif et puis s'il est plutôt fit ou en surpoids, par exemple. Mais avant de se lancer et partir faire des kilomètres et des kilomètres, quand même s'assurer qu'il y a une certaine condition musculaire adéquate. Donc peut-être commencer déjà aussi peut-être gentiment par faire un peu de renforcement musculaire avant de partir faire des kilomètres et des kilomètres. Et puis ensuite partir vraiment humblement, ne pas se lancer dans un 10 km d'un coup et puis finir complètement cassé et puis après on va jamais revenir. Donc vraiment démarrer humblement, tranquillement par une petite sortie et puis quitte à marcher des bouts, alterner le jogging et puis la marche. Mais vraiment commencer tout doucement en écoutant son corps et puis en partant pas bille en tête et puis voilà, en le faisant une fois et puis après ça sera fini. Mais effectivement qu'il y a le renforcement à côté, c'est quand même une chose importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent comme des fous et puis ils ont pas la condition physique qui va autour et puis il y a tout de suite plein de problèmes qui ressortent. Donc voilà comment je verrai un peu le départ en course à pied. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose, Geoffroy? Non, c'est bon. Alors j'ai une question. Alors la première question, alors elle est plus sur... Je te remercie, Denis. Je vais poser la question. Elle est alors. Question potentielle, intérêt des bâtons sur les trails. Donc, est-ce que c'est en fonction du dénivelé ou de la distance? J'ai une question écrite. Ouais, complètement. Bon, ça va dépendre pas mal du format. C'est sûr que si c'est un trail très roulant, type plutôt course nature, hein, comme il y a pas mal autour de Genève, là c'est sûr que les bâtons vont être plus une gêne qu'autre chose. Après bon, c'est assez personnel. Moi, je dirais quand il commence à y avoir plus de 2000, 2005, 3000 mètres de dénivelé, à moins que ce soit sur une très longue distance, type Saint-Élion, il y a moins que ça, mais type Templier par exemple, où là je prends pas. Sinon, si c'est sur un 30-40 avec plus de 2000 de dénivelé, avec surtout des pourcentages assez raides, là j'aime bien prendre les bâtons. Après, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir en fait que les bâtons vont générer un coût énergétique au niveau des bras, donc un coût énergétique supérieur au travail uniquement des jambes. Et donc, il faut avoir une efficacité gestuelle qui permette de gagner, d'avoir un coût énergétique de locomotion supérieur un gain supérieur au coût énergétique que vont engendrer l'utilisation des bâtons. Donc, pour les skieurs, notamment, ceux qui font du ski de fond, du ski de rando, là, généralement, eux ont un gros avantage à prendre les bâtons
Après, pour les autres, bah, c'est comme tout, hein, ça se travaille. Donc, il y a des techniques. Donc, voilà, il faut essayer d'avoir une gestuelle efficace. Donc, poser le bâton assez proche du pied et puis aller vraiment pousser derrière. Donc là, c'est intéressant dans les séances de renforcement d'ajouter du travail de renforcement des triceps notamment. Donc ça, c'est très facile à travailler. Vous pouvez faire notamment des pompes, par exemple. Bon, là, ça développe aussi les pectoraux et d'autres muscles, mais des dips vont être très intéressants. Donc, vous mettez entre deux bancs avec les mains derrière et puis vous descendez. Bon, je pourrais vous envoyer des liens si vous voulez. Et donc voilà, ouais, travail des bâtons, intérêt des bâtons, pour moi, il est certain pour de l'ultra trail, pour des trails très montagneux, pour des forts dénivelés. Là encore, ça dépend un peu de votre niveau, mais il est conditionné à quand même une bonne technique, une bonne gestuelle. Voilà, désolé, j'étais un petit peu long, un petit peu brouillon, mais voilà, la dernière phrase résume à peu près bien ma pensée. Merci Geoffroy, c'était clair. Je vais me donner la parole à Ismaël qui a une question. J'avoue, j'arrive pas à la comprendre, Ismaël. Tu peux la reformuler à l'oral? Vous m'entendez? Yes. Ouais, ok. Non, c'était juste pour reprendre le passage concernant la descente d'Ilcia. Ok. Puisqu'on parle de descente, c'est tout simplement se dire, puisque je veux améliorer ma descente, est-ce qu'il y a aussi des renforcements côté cheville et tibia antérieur à privilégier pour s'assurer justement de minimiser les… Ouais, en effet, ouais. Même c'est quelque chose d'assez important et là, c'est le bon moment pour le travailler. Tout ce qui est ce qu'on appelle la proprioception. Donc en fait, c'est du travail un peu d'équilibre en instabilité. Donc par exemple, tu peux faire des exercices tout simples où tu te mets en appui unipodal, sur un pied, sur une surface instable. Donc éventuellement un Bosu si tu as, mais j'imagine que tu n'en as pas chez toi, mais ça peut être juste un coussin ou voilà, un tas de serviettes, voilà, une surface un peu instable, et tu vas te mettre là-dessus sur un pied, tu vas essayer de tenir 30 secondes. Si c'est trop facile, tu vas un petit peu plier la jambe, ou alors tu vas fermer les yeux, et puis voilà, essayer un peu de… Si tu as quelqu'un aussi pour t'aider, il peut un peu te déséquilibrer. Et toi, en fait, tu vas essayer de retrouver ton équilibre. Et ça va créer un peu des schémas moteurs qui vont t'aider à avoir une meilleure stabilité au niveau de la cheville notamment, mais aussi un petit peu le genou et puis plus haut. Ça, voilà, c'est des choses très intéressantes. Après, tu as aussi des choses toutes simples comme la corde à sauter, par exemple, qui va être intéressante pour renforcer le pied, un peu toute la chaîne postérieure en vue de la descente. Et puis, tout ce qui est un peu travail de bond, de bondissement, de cloche-pied, de choses comme ça. Il y a voilà, tout un panel de choses à faire qui vont beaucoup aider à être plus stable, à protéger les chevilles et être aussi un peu plus efficace dans les descentes. Merci. Alors, je vais donner la parole à Denis qui a une intervention. Je t'écoute. Ouais, je rajouterais que du coup, pour les trails, dans les descentes, il va être vraiment, vraiment important de bien bosser aussi en renforcement musculaire au niveau des squats et puis des ischios, mais surtout des squats, parce que sinon, tu vas vraiment ramasser sévère et puis ça va être difficile après quand il va falloir rembrayer dans les montées. Donc là, des squats, des fentes, des positions de chaise, du travail excentrique, c'est vraiment, vraiment super important parce que pour le trail, voilà, quoi, si tu as des descentes et puis qu'après, il faut renvoyer derrière, si tu as les muscles qui ne suivent pas, la fibre qui pète, c'est difficile. Donc, c'est vraiment un gros travail à mettre en place.
Puis là, je peux vraiment le confirmer en parlant de moi, parce que moi, donc, j'ai commencé le trail il y a environ une année, et puis j'ai fait le premier trail, j'ai fait Sierzinal, donc là, il n'y a pas trop de descente et de remontée derrière, donc ça jouait bien, mais j'ai fait un second trail où au milieu du trail, il y avait une longue descente sur plusieurs kilomètres, et après, on repartait dans des grosses montées. Et j'ai vraiment, pourtant j'avais quand même travaillé, mais j'ai vraiment, vraiment bien souffert. Donc c'est super important. Proprioception et renforcement musculaire à ne pas mettre de côté, ça c'est clair. Moi, j'ai une question d'ordre général sur le coaching. J'ai une curiosité, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut être un bon sportif pour être un bon coach? C'est-à-dire, est-ce que potentiellement tu dois être meilleur que ton coaché sur le sport que tu pratiques, ou est-ce que l'aspect théorique est important au final? C'est un peu le sens de la question. C'est ma curiosité personnelle que je fais question. Je vous laisse la parole à chacun de vous deux qui veut répondre. Ouais, alors moi j'ai mon avis sur la question. Non, pour moi, un bon entraîneur n'est pas forcément un très bon athlète, et inversement. D'ailleurs, on le voit aussi. Alors, il y a souvent une corrélation, et on le voit notamment dans le foot, où souvent des grands joueurs hein, comme Zidane, hein, par exemple, deviennent de bons entraîneurs, mais c'est pas toujours le cas. Et puis on a l'inverse, où des José Mourinho, alors je sais pas à quel niveau il a évolué, mais je crois pas forcément très haut, et pourtant c'est devenu un des meilleurs entraîneurs. Voilà, pour faire un peu le parallèle. Mais par contre, je pense quand même qu'il est nécessaire de pratiquer, de toujours pratiquer, s'entretenir, que ce soit au niveau théorique et au niveau pratique. Après, on peut être très bon sur la théorie et puis voilà, pratiquer de façon modérée, ou à l'inverse, avoir des bases théoriques nécessaires pour faire du coaching et avoir une très très bonne, très grande expérience de la course à pied, voire du haut niveau, même si c'est pas forcément pertinent pour tous les athlètes. Mais voilà, moi je sais que par exemple, j'ai moi-même un coach qui a un niveau plus modeste que le mien, on va dire. Par contre, voilà, il a d'excellentes connaissances. Enfin, à la base, il est kiné du sport, préparateur physique, multisport. Il est vraiment très très pointu sur la biomécanique, etc. Mais voilà, lui, il est coureur vraiment amateur, mais il pratique quand même régulièrement, très régulièrement. Il se fait 1 ou 2 ultras par an, pas plus. Il se fait des choses en off, mais voilà. Et ça le sens. Avant de poser la dernière question, c'était le sens justement de la question, c'est-à-dire quelles sont les qualités principales pour choisir un coach, ou que devrait avoir un coach, que ce soit course à pied ou trail. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire selon vous d'avoir un coach? Et ensuite, j'ai une question renforcement musculaire. Denis, si tu veux ajouter quelque chose sur l'intérêt, sur le rôle du coach, sur ses qualités intrinsèques. Ah, voilà. Ouais, je rejoins complètement ce qu'a dit Geoffrey. Complètement. La seule chose, peut-être quelqu'un qui a déjà évolué à haut niveau, bien qui a déjà pratiqué ce type d'activité, il a le ressenti derrière, il sait par quoi ça passe, etc. Mais par contre, effectivement, je ne pense pas qu'il y a besoin d'être forcément un athlète de haut niveau pour faire un beau coach. Alors, très bien, je vais passer là, j'ai 2 questions. Alors, en attente, est-ce que je vais la laisser poser juste pour pas. Je vais donner la parole. C'est Papanours qui posait la question. C'est le nom que je vois qui s'affiche. Hein. Je t'écoute. Merci. Oui, donc en fait, surtout sur les sessions en fait, course à pied et vélo,
comment il est le plus judicieux d'intégrer les différentes séances de renforcement, de muscu et de proprio durant la semaine. Est-ce que c'est mieux de les faire séparément, avec des séances vraiment dédiées d'une heure, par exemple, ou je ne sais quoi, ou d'intégrer ça à l'issue d'une petite sortie en endurance, soit une sortie de récupération de 30-45 minutes, de sorte à se motiver un petit peu quand on a un petit peu la flemme de le faire. Je vais laisser la parole. C'est Denis qui va répondre. Après, j'ai une question pour Geoffroy. Donc, Denis, est-ce que c'est tout bon, ta question? Ouais. Oui. Je pense que ton renforcement musculaire, ça dépend vraiment de ce que tu veux travailler, ton objectif, mais tu peux en faire une séance complètement dédiée, bien entendu. C'est ce qu'on fait même souvent, mais tu peux aussi la faire dans une séance cardio que tu seras en train de faire. Par exemple, comme ils en ont parlé tout à l'heure, dans un entraînement, par exemple pour du trail, tout à fait, tu fais du travail en côte, et puis entre chaque intervalle, tu rajoutes du renforcement musculaire. C'est très intéressant. De même, pour de la proprioception, tu peux en faire une séance seule pour elle-même, ou bien tu peux la faire après fatigue musculaire. Et là, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Parce qu'évidemment que tes muscles seront déjà fatigués par ta séance d'avant et devront malgré tout réussir à faire cet effort-là. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, tu peux mixer également. Ouais. Super. Merci. C'est bon pour toi, Papanos, comme réponse? Nickel. Ouais, merci. Super. Alors, j'ai une question que je vais poser à Geoffroy. Alors, je n'ai pas le nom de la personne, je vois juste iPhone. Pour progresser sur route, est-il judicieux de faire du trail? Alors, Geoffroy, je te cherche, je te donne la parole. OK. Tu as entendu la question? Ouais. Ben, pour moi, les deux sont compatibles. Les deux ne sont pas incompatibles, en tout cas. D'ailleurs, on a de nombreux exemples de trailers. Je pense par exemple à Jim Walmsley, l'Américain qui lui vient du cross et de la route, et qui a des temps juste stratosphériques sur toutes les distances route, on va dire, et qui cartonne aussi en trail. Alors par contre, il cartonne sur des trails plutôt roulants et peu montagneux techniques. Enfin, il a quand même fait 6e, je crois, à l'UTMB. Et bon, après, c'est un peu un extraterrestre aussi. Et à l'inverse, voilà, on a des trailers comme François Den qui valent de 2h30 au marathon, ce qui est quand même très, très correct sans le travailler. Et encore, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Donc, les deux sont compatibles. Après, c'est comme tout. Plus on va être spécifique, si vraiment ton objectif, c'est de progresser au maximum sur route, il va falloir faire un maximum de route. Il n'empêche pas, de temps en temps, aller un peu sur trail. Et puis, on sait aussi que les coureurs sur route, notamment en Afrique de l'Ouest, intègrent régulièrement des séances de côte. Alors, c'est des séances de côte, des côtes modérées avec quand même une bonne vitesse. Mais voilà, comme l'expliquait Virgile tout à l'heure, ça va renforcer. Ça va faire en fait un travail de renforcement, améliorer votre efficacité de course, plus puissant, plus résistant. Donc, ça va être bénéfique aussi. Donc pour résumer, je dirais progresser sur route, il faut quand même faire pas mal de vitesse à plat. Ça, il ne peut pas trop y échapper. Mais ça n'empêche pas de faire 1 ou 2 séances de trail par semaine et quelques trails du coup dans l'année sans problème. Mais ce n'est pas forcément ce qui sera le plus efficace. Super, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, de façon générale, alors en conclusion, moi, ce que je voulais dire et ce que je retiens,
c'est qu'on l'a vu et c'était aussi le sens d'avoir 3 coachs ce soir. C'est cette diversité un petit peu du type d'entraînement, que ce soit le renforcement musculaire, le travail qui est assimilable à celui de la côte ou à de la vitesse. Donc, c'est un petit peu le type d'entraînement qui peuvent être diversifiés et qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Donc, dans la variabilité de son programme de coaching, moi, j'ai la chance d'être suivi. C'est un peu le conseil que je donne. Aussi parce que dans cette période-là où on est un petit peu désabusé, j'avoue que de plus avoir ce semi-marathon qui me faisait languir au mois de mai, ça m'a un petit peu baissé de motivation. Je m'appuie pas que là-dessus sur les courses, mais c'est vrai que sur une préparation spécifique et longue, ça aide beaucoup. Donc c'est en général un peu le conseil que je donne. Ce que je vais essayer d'apporter aussi à travers les morning, c'est ces outils-là d'interrogation auprès des coachs ou que ce soit Denis qu'on voit souvent ou Geoffroy, puis d'autres qui seront un peu plus proches de chez vous. C'est un petit peu le conseil que je donne. Moi, je sais que j'ai cette chance-là et c'est une bonne motivation. Donc, je voulais déjà les remercier de leur temps aujourd'hui et vous de votre présence. Donc, comme d'habitude, ces conférences, elles sont enregistrées. Je vous invite à les suivre, à les regarder, à les partager et les prochaines, dès la semaine prochaine, donc il y en a 3 qui vont se suivre sur comment éviter les blessures, sur le travail, on va aborder le travail également, la différenciation entre le seuil, la VMA, donc plutôt sur l'aspect métabolique de comment savoir à quel moment on fait travailler quelle filière. Donc c'est un peu plus technique et très intéressant aussi. Et on aura la chance d'accueillir Pascal Bourquin qui lui est plus orienté randonnée, mais qui est un sportif aussi trail et course à pied sur son incroyable parcours. Il a décidé, lui, alors là il est un peu à l'arrêt, mais de traverser la Suisse, des chemins de randonnée. Donc, il a un objectif de 65 000 km. Il en a déjà réalisé 17 000 en un peu plus de 6 ans. Donc, voilà. Donc, je sais pas, je vous invite à me faire part de vos ressentis sur ce type de conférence. Un petit peu le moyen aussi de se retrouver dans cette période de confinement. Je trouvais ça sympa et de changer un petit peu de méthode. Vivement qu'on se retrouve. Mais voilà, c'est en tout cas un plaisir de vous avoir. Est-ce que j'ai une question? Ça tombe là. Non, c'était une considération. Merci Ama. Une dernière question. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Autrement, je vous souhaite à tous un bon vendredi saint pour ceux qui le souhaitent. Un bon week-end pour tous. Et à lundi. Il y avait des questions, mais pour répondre, ouais, vous pouvez nous contacter derrière. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais je pense Moi, j'ai une question. Vas-y. J'aurais voulu savoir s'ils faisaient du coaching à distance. Parce qu'ils sont pas tout près, quoi. Ouais. On s'y met. Même à distance. Après, moi, j'ai bien rencontré au moins une fois au départ la personne physiquement pour faire un petit bilan. Et puis, c'est toujours mieux. Mais ensuite, ouais, tout peut se faire à distance. Après, c'est toujours sympa aussi d'arriver quand même à se voir de temps en temps pour échanger plus facilement que sur les réseaux autres. Mais sinon, ouais, pour ma part, le fonctionnement se fait plutôt à distance. Voilà. Bon, c'est bien. C'est super. Est-ce que ça répondait à ta question? Je vais juste te redonner la parole. Laetitia? Oui, parfait. Merci. Okay. Après, l'idée, sans rien enlever aux qualités de Geoffroy et de Denis, l'idée que je vais essayer de faire aussi, c'est de proposer des coachs un petit peu autour de la région qui aient les mêmes qualités, c'est-à-dire le partage, la spécificité, à savoir que c'est aussi important d'avoir des coachs qui soient certifiés comme le sont aussi bien Denis que Geoffroy. C'est important d'être suivi, mais ce qui est le plus important, c'est d'être bien suivi. Et voilà, donc cool. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci à toi, Alexandro. Ciao. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao, Papanos. Ciao. Ciao. Salut, Pierre. Ciao, Laetitia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.